Dans une journée, l'officier Jack Donovan s'était appuyé contre sa voiture de patrouille, son regard d'acier balayant les rues bordées d'arbres, du quartier aisé de Lakeview à Chicago. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres, reflétant l'obscurité qui se cachait dans la psyché de Donovan. Il fonctionnait ainsi depuis des années, convaincu qu'il était la dernière ligne de défense entre l'ordre et le chaos. Une brise fraîche bruissait à travers les feuilles. La radio de Donovan crépitait, annonçant « Toutes les unités, soyez informés des récentes activités suspectes signalées dans la région. Restez vigilants. » Jack avait souri narquoisement. L'activité suspecte était un code qu'il connaissait bien. Dans ce quartier majoritairement blanc, cela signifiait souvent quelqu'un qui ne correspondait pas au profil typique des résidents. Comme l'homme qui marchait alors sur le trottoir, les mains dans les poches, admirant le paysage avec une aisance qui avait donné la chair de poule à Donovan. Cet homme était grand, bien bâti, avec une peau brune foncée, contrastant avec les façades pâles des demeures environnantes. Il portait des vêtements décontractés, un pantalon simple et un polo, mais quelque chose dans son allure avait déclenché des alarmes dans l'esprit de Jack. Sans hésiter, Donovan avait poussé sa voiture et s'était précipité vers l'homme, et « Arrêtez-vous là !» L'homme s'était arrêté, surpris, une lueur d'incompréhension dans les yeux avant de recouvrer son calme. « Y a-t-il un problème ?» avait-il demandé. La main de l'officier Donovan s'était instinctivement posée sur son étui. « Je vais avoir besoin de voir une pièce d'identité. Que faites-vous dans ce quartier ? » « J'habite ici, » avait répondu l'homme, atteignant lentement sa poche arrière. « Je m'appelle Andrew Marshall, je fais juste une promenade. » Les yeux de Jack s'étaient plissés, il avait déjà entendu cette ligne. « Bien sûr, levez vos mains maintenant. » Marshall s'était exécuté sans protester. Ses mouvements étaient délibérés, non menaçants, mais son calme avait agité davantage Donovan. Il y avait quelque chose dans le regard de Marshall, une dignité tranquille, un défi tacite qui avait fait bouillir le sang de l'officier. « Les mains sur le mur !» avait crié Jack en sortant ses menottes. Il avait brutalement menotté Marshall, tout en prenant conscience du mouvement autour d'eux. Les résidents sortaient de chez eux, les téléphones en main, enregistrant la scène qui se déroulait. Des chuchotements se répandaient dans la foule croissante. Que se passe-t-il ? Pourquoi cet officier l'arrête-t-il ? La sueur avait perlé sur le front de Jack. Tout le quartier était là en jugeant ses actes. Mais il ne pouvait plus reculer, il devait maintenir le contrôle. « Tu viens avec moi ?» avait-il grogné, en tirant Marshall vers la voiture de patrouille. Tandis que Jack le poussait sur la banquette arrière, Marshall avait parlé doucement, d'une voix porteuse d'un poids qui avait fait frissonner l'officier. « Officier, vous faites une grave erreur. Je vous suggère de vérifier mes informations auprès de vos supérieurs. » Pendant un instant, le doute avait traversé l'esprit de Jack, mais il avait repoussé, claquant la portière de la voiture. Alors que Jack Donovan se glissait dans le siège du conducteur, il avait aperçu son reflet dans le rétroviseur. Pendant une fraction de seconde, il n'avait pas reconnu l'homme qui le regardait. Un homme aux yeux durs et à la mâchoire serrée, avec la peur et la colère, gravées dans chaque ligne de son visage. Il avait démarré le moteur, étouffant les murmures de la foule, tandis qu'il s'éloignait du trottoir. Donovan ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose de fondamental avait changé dans le monde confortable qu'il pensait connaître, comme s'il commençait à s'effondrer, et il était impuissant à l'arrêter. Sur la banquette arrière, Andrew Marshall restait assis en silence, sa posture détendue malgré les menottes. Ses yeux avaient rencontré ceux de Jack dans le miroir, et à cet instant, les deux hommes savaient que ce n'était que le début d'un voyage qui allait les changer tous les deux à jamais. Alors qu'ils roulaient vers le poste de police, les ombres s'allongeaient sur Chicago, annonçant le début d'une longue nuit sombre de l'âme pour l'officier Jack Donovan. La voiture de police s'était garée dans le parking du commissariat, le crissement des freins traversant le silence tendu. Jack avait coupé le moteur, ses jointures blanchies sur le volant. À l'arrière, Marshall restait d'un calme troublant, son regard fixe accroché à celui de Jack à travers le rétroviseur. Alors que Jack sortait de la voiture, une vague d'activité avait attiré son attention. Les agents se précipitaient faisant des allers et retours dans le bâtiment, une urgence inhabituelle dans l'air. Quelque chose se passait, et Donovan avait ressenti un pincement au cœur. Il avait brutalement ouvert la porte arrière, tirant Marshall dehors. « Allons-y », avait-il grogné en poussant son prisonnier vers l'entrée. Juste au moment où ils atteignaient les marches, les portes s'étaient ouvertes en grand, et le sergent Sarah Matthews, sa supérieure, était apparu, son visage fermé d'une expression tonitruante. « L'officier Donovan, dans mon bureau, tout de suite », avait-elle ordonné. Confus, mais provoquant, Jack avait poussé Marshall en avant. « J'ai un suspect à traiter. » Ce n'était pas une demande, mais Matthews l'avait coupé d'un ton tranchant. « Johnson, prends le relais. » avait-elle murmuré à un officier à proximité. Tandis que Johnson emmenait Marshall, Jack avait cru apercevoir quelque chose dans les yeux de l'homme. « De la pitié »
Cette pensée lui avait fait bouillir le sang. Il n'avait pas besoin de pitié, surtout pas de la part d'un suspect. À l'intérieur du bureau de Matthews, l'atmosphère était épaisse de tension. Le sergent faisait les 100 pas derrière son bureau, une tempête dans ses yeux. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait, Donovan ?» Jack avait redressé le menton, son visage défiant. « J'ai appréhendé un individu suspect dans un quartier haut de gamme. Je faisais mon travail. » Matthews avait claqué un dossier sur son bureau, sa voix aiguë faisant sursauter Donovan. « Votre individu suspect est le colonel Andrew Marshall, un officier de haut rang de l'armée américaine. » Les mots avaient frappé Jack comme un coup physique, faisant vaciller ses certitudes. « C'est impossible. Il est noir. C'est pour ça que vous l'avez arrêté, » avait répondu Sarah Matthews avec dégoût. « Vous avez vu un homme noir dans un quartier aisé, et vous avez fait des suppositions. » Le téléphone de Matthews avait soudain sonné. Alors qu'elle répondait, son visage devenait de plus en plus pâle. Lorsqu'elle avait raccroché, son expression était grave. C'était le chef. « La vidéo de votre arrestation est déjà virale. Tout le monde sur les réseaux en parle. La justice pour Marshall est en tendance nationale. » Jack avait senti les murs se refermer sur lui. Sarah avait continué. « Vous avez vu un homme noir, et vous avez fait des suppositions qui pourraient bien vous coûter votre insigne. » Cette menace de perdre son travail l'avait ramené à la réalité. « Il doit y avoir quelque chose qu'on puisse faire, peut-être si je m'excuse. » Mais il avait été interrompu par un coup à la porte. L'officier Johnson était entré, le visage blême. « Madame Matthews, vous devez voir ça, » dit-il en la tendant une tablette. En la lisant, ses yeux s'étaient agrandis de choc. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda-t-elle. Johnson avait hoché la tête gravement. « J'ai fait une triple vérification, madame, c'est légitime. » Matthews avait levé les yeux vers Jack, un mélange de colère et d'autre chose dans le regard. Le colonel Marshall n'est pas n'importe quel officier. Il dirige une opération classifiée visant à démanteler des groupes extrémistes infiltrant les institutions publiques, y compris les services de police à travers le pays. L'implication était lourde de conséquences. Jack avait senti son monde basculer. Matthews s'était penché en avant, sa voix basse et intense. « Vous venez peut-être d'arrêter l'homme qui enquêtait sur vous, Donovan, et Dieu seul sait ce qu'il a trouvé. » Jack Donovan réalisa que les certitudes confortables de sa vie s'effondraient plus vite qu'il ne pouvait le comprendre. L'homme qu'il avait arrêté n'était pas seulement innocent, il était potentiellement la clé pour révéler une vérité à laquelle Donovan était resté aveugle depuis bien trop longtemps. Alors qu'il se tenait là, le poids de ses actions pesant sur lui, Donovan ne pouvait se débarrasser du sentiment que ce n'était que le début. Quelque chose de plus grand était en jeu, quelque chose qui menaçait de briser non seulement sa carrière, mais les fondements même du monde qu'il pensait connaître. À l'extérieur du bureau, le commissariat bourdonnait d'une énergie frénétique. Le colonel Andrew Marshall attendait, un signe avant-coureur silencieux de la tempête qui allait les submerger. La vérité se démêlait, et Jack Donovan était pris dans son emprise impitoyable. La salle d'interrogatoire paraissait plus petite que dans ses souvenirs. Il était assis en face du colonel Marshall, la table entre eux, un gouffre d'incompréhension et de préjugés les séparant. Les menottes avaient été retirées, un aveu silencieux de l'erreur colossale qui avait été commise. L'attitude calme de Marshall n'avait pas vacillé, ses yeux restaient stables alors qu'il croisait ceux de Donovan. Le silence qui s'étirait entre eux était lourd d'accusations tacites, à peine contenues par la honte. Finalement, Donovan s'éclaircit la gorge et dit qu'il devait des excuses au colonel Marshall. Un léger haussement de sourcils de Marshall fut la seule indication qu'il avait entendue. Marshall répondit alors calmement, demandant exactement de quoi Donovan s'excusait. La question suspendue dans l'air forçait Donovan à affronter l'horrible vérité de ses actions. Donovan tenta de s'expliquer, affirmant qu'il s'excusait pour l'avoir arrêté sans motif, mais ses mots vacillèrent, se révélant creux et inadéquats. Marshall se pencha en avant, sa voix basse mais intense, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une arrestation sans raison, mais bien de profilage racial. Il accusa Donovan de l'avoir arrêté uniquement parce qu'il avait vu un homme noir dans un quartier riche et supposé qu'il n'y appartenait pas. Donovan sentit la chaleur monter à son visage, un mélange de honte et de colère défensive. Il tenta de se justifier, expliquant que son travail n'était pas facile et qu'il devait prendre des décisions en une fraction de seconde. Mais Marshall le coupa net, l'accusant de se baser sur des stéréotypes, des peurs et des préjugés enracinés qu'il n'avait jamais remis en question. Les mots frappèrent Donovan comme des coups physiques. Il s'était toujours vu comme un bon policier, protégeant sa communauté, mais face aux conséquences de ses actes, il fut contraint d'affronter une vérité inconfortable. Et s'il avait été la menace depuis le début? La voix de Marshall s'adoucit légèrement. Il avoua qu'il avait consulté le dossier de Donovan et que ce n'était pas la première fois qu'il était accusé de préjugés raciaux.
Cependant, il précisa que cela pourrait être sa dernière chance de faire quelque chose pour changer. Confus, Donovan demanda ce que Marshall voulait dire. Marshall, avec une expression insondable, expliqua que, comme le sergent Matthews avait probablement déjà informé Donovan, il était là dans le cadre d'une opération classifiée visant à enquêter sur l'infiltration de groupes extrémistes dans les institutions publiques, y compris les services de police. Un frisson parcourut le dos de Donovan lorsqu'il réalisa l'ampleur de la situation. Donovan se sentit pris de panique et demanda si Marshall pensait qu'il faisait partie de ces groupes. Marshall répondit prudemment qu'il croyait que Donovan était plutôt le symptôme d'un problème plus vaste. Avant que Donovan ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Le sergent Matthews entra en trombe, le visage pâle, annonçant qu'il y avait une situation urgente. Ses yeux passèrent rapidement entre Donovan et Marshall, expliquant qu'une fuite avait eu lieu. Quelqu'un dans le département avait informé la presse de l'opération en cours. Marshall se leva d'un bond, toute prétention de calme disparaissant instantanément. Il demanda à Matthews à quel point la situation était critique. Elle répondit sombrement que les médias diffusaient déjà l'information selon laquelle le département avait été infiltré par des agents fédéraux, provoquant une levée de boucliers de la part du syndicat de police, et que des officiers quittaient leur poste pour protester. La tête de Donovan tournait. Pourquoi tout cela se produisait-il ? Le colonel Marshall, coupant ses pensées, déclara que des personnes au sein de leur propre département, ayant tout intérêt à maintenir le statu quo, cherchaient à protéger un système fondé sur les mêmes préjugés qui avaient poussé Donovan à arrêter Marshall ce jour-là. L'implication ébranla Donovan jusqu'au plus profond de lui-même. Il avait toujours perçu le monde en termes simples, noir ou blanc, bon contre méchant. Mais désormais, les lignes étaient devenues floues, et il se trouvait en plein dans une zone grise. Marshall tourna son regard intense vers lui, affirmant que cette situation était bien plus grande que lui, bien plus grande que le colonel lui-même. Il se trouvait à un carrefour, et ce qui se passerait ensuite pourrait changer non seulement les forces de l'ordre dans cette ville, mais peut-être dans tout le pays. Donovan sentit le poids du moment l'accabler. Il pensa à sa carrière, à ses collègues, et au système auquel il avait consacré sa vie. Pour la première fois, il se permit de voir les fissures dans ce système, la pourriture qui s'était installée depuis bien trop longtemps. Il acquiesça difficilement, la bouche sèche, et demanda ce que Marshall avait besoin qu'il fasse. L'expression de Marshall s'adoucit légèrement, une lueur d'espoir dans ses yeux. Il expliqua qu'il avait besoin que Donovan fasse un choix. S'accrocher à ce qu'il connaissait, défendre un système fondamentalement défectueux, ou les aider à révéler la vérité, aussi inconfortable soit-elle. Alors que les sirènes retentissaient au loin et que le commissariat bourdonnait d'une énergie frénétique, Jack Donovan se retrouva face à la décision la plus importante de sa vie. Les certitudes confortables de son passé s'effondraient, le laissant avec un choix difficile, s'accrocher à l'ancien, ou plonger dans l'inconnu à la poursuite de la justice. L'horloge tournait, et à cet instant, entouré par le chaos d'un département en crise, Jack Donovan fit face à la décision la plus cruciale de sa vie. Le commissariat était une véritable poudrière, la tension crépitait dans l'air comme de l'électricité statique. Jack Donovan se trouvait au centre de la tempête, son monde basculant sur son axe. Le choix qui s'offrait à lui semblait impossible. Rester aux côtés de ses collègues ou du côté de l'homme qui l'avait arrêté à tort, un homme qui lui offrait désormais une chance de rédemption. La voix du sergent Matthews le sortit de ses pensées. « Donovan, nous avons besoin d'une décision maintenant. » Il regarda le colonel Marshall, dont le regard constant ne portait aucun jugement, seulement une attente patiente, puis tourna son attention vers Matthews, dont le visage reflétait une inquiétude professionnelle mêlée d'une inquiétude plus personnelle. À cet instant, Jack réalisa que ce choix définirait non seulement sa carrière, mais aussi son identité même. Prenant une profonde inspiration, il redressa les épaules et murmura qu'il était partant. Puis, avec plus de force et de conviction, il affirma qu'il aiderait Marshall dans tout ce dont il avait besoin. Le soulagement sur le visage de Marshall était palpable, tandis que Matthews laissait échapper un souffle qu'elle ne s'était même pas rendu compte qu'elle retenait. Marshall expliqua alors ce qu'il savait. Au fur et à mesure qu'il détaillait l'opération, l'esprit de Jack était secoué par l'ampleur de l'infiltration. Des officiers aux idées racistes avaient été placés stratégiquement à travers tout le département, et un réseau de corruption s'étendait bien au-delà de Chicago. Au centre de tout cela, il y avait un traître de haut rang, quelqu'un avec qui Jack interagissait probablement tous les jours. Le principal suspect, expliqua Marshall en sortant un dossier, est le chef adjoint Richard Hawkins. Le nom frappa Jack comme un coup physique. Hawkins avait été son mentor, l'homme qui avait façonné sa carrière depuis le début. « C'est impossible », balbutia-t-il, Hawkins était un bon flic. Pourtant, Marshall le coupa sèchement, expliquant que cela faisait des mois qu'il surveillait ses communications, et qu'il était le lien entre leur département et plusieurs groupes haineux connus. Des souvenirs sombres revinrent à Jack.
Des commentaires désinvoltes de Hawkins sur des suspects maltraités, des affaires mystérieusement abandonnées. Tous ces moments qu'il avait ignorés ou excusés prirent soudainement une nouvelle lumière, sinistre et troublante. Jacques ne comprenait pas pourquoi on lui racontait tout cela. Pourquoi lui? L'expression de Marshall s'adoucit légèrement. Il lui expliqua que Hawkins lui faisait confiance et qu'il l'avait préparé à rejoindre son cercle intime. Ils avaient besoin de quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un capable de rassembler des preuves. Jacques devrait s'infiltrer et prétendre être la chose même contre laquelle il se battait maintenant. Cette idée le dégoûtait, mais Matthews, avec douceur et fermeté, précisa que s'il acceptait, il devrait dire et faire des choses allant à l'encontre de tout ce en quoi il croyait. S'il se faisait découvrir, les conséquences seraient désastreuses, non seulement pour lui, mais pour toute l'opération. Alors que le poids de la mission s'abattait sur ses épaules, Jacques ressentit un mélange étrange de peur et de détermination. C'était sa chance de rectifier les choses, et de devenir enfin le policier qu'il avait toujours pensé être. Surpris par la fermeté de sa propre voix, il affirma qu'il le ferait, quoi qu'il en coûte. Marshall hocha la tête, un respect visible dans son regard, et précisa qu'il commencerait immédiatement. Désormais, Jacques serait toujours ce même Donovan en colère contre l'enquête fédérale, irrité par la présence de Marshall, et fidèle aux anciennes méthodes. Jacques acquiesça, sentant déjà le poids du mensonge se poser sur lui comme une seconde peau. Alors qu'il réglait les détails de son infiltration, un mouvement à l'extérieur de la pièce attira leur attention. Matthews, le visage grave, montra à travers les stores. Hawkins était là, flanqué de représentants syndicaux et d'avocats. Son visage affichait une indignation parfaitement jouée. « Showtime », murmura Jacques en ajustant sa cravate, prêt à affronter la tempête qui l'attendait dehors. En sortant, Jacques aperçut son reflet dans la fenêtre. L'homme qu'il voyait lui semblait familier, mais changé. Il entrait dans un territoire inconnu, prêt à jouer le rôle le plus important de sa vie. Prenant une profonde inspiration, il se prépara à affronter les ombres qui se cachaient dans son département, et peut-être même dans son propre cœur, depuis trop longtemps. Les jours qui suivirent la décision de Jacques se fondirent dans une danse surréaliste de tromperie. Chaque matin, il enfilait non seulement son uniforme, mais aussi une personnalité qui lui semblait de plus en plus étrangère. Un vendredi soir, Hawkins s'approcha de lui dans les vestiaires, le visage marqué par une inquiétude feinte. « Jacques, mon garçon, comment tu tiens ?» demanda-t-il en posant une main sur son épaule. Jacques sentit sa peau frémir, mais se força à sourire et répondit qu'il en avait marre de ses fédéraux. Hawkins hocha la tête, ses yeux brillants d'approbation, et l'invita à rejoindre une réunion informelle ce soir-là. Jacques comprit que c'était une invitation dans le cercle intime, une opportunité qu'il ne pouvait pas refuser. Plus tard, dans un bar à la périphérie de la ville, Jacques se retrouva entouré d'officiers qu'il considérait autrefois comme des frères, écoutant maintenant leurs discussions imprudentes. Il se sentait comme un étranger dans un pays inconnu. L'officier Brentwood, le visage rouge de colère et d'alcool, se plaignait que tout ce qu'il avait construit était menacé, remplacé par des recrues diversifiées qui ne comprenaient pas comment garder la ville en sécurité. Jacques hocha la tête, jouant son rôle, et demanda ce qu'il allait faire à ce sujet. Hawkins répondit d'une voix basse qu'il allait riposter, et qu'ils allaient montrer que la ville avait besoin de vrais flics. Au fil de la nuit, Jacques recueillit une mine d'informations, des noms, des dates et des plans de sabotage contre l'enquête. Chaque nouvelle révélation alourdissait un peu plus son fardeau. Aux premières heures du matin, il rencontra Marshall et Sarah Matthews dans une planque pour leur transmettre tout ce qu'il avait appris. Marshall, le visage sombre, reconnut que la situation était pire qu'il ne l'avait imaginé. Alors qu'ils discutaient des prochaines étapes, Jacques sentit une vague d'épuisement l'envahir. Il vivait une double vie, physiquement et émotionnellement épuisante. « Comment faites-vous » demanda-t-il à Marshall, cherchant à comprendre comment ce dernier vivait avec un tel fardeau. Marshall, les yeux adoucis, lui rappela qu'il fallait se concentrer sur l'objectif final, créer un système juste, qui serve et protège tout le monde, sans distinction de couleur. Alors qu'il se préparait à partir, Matthews l'avertit avec inquiétude de rester sur ses gardes, car Hawkins était intelligent et pouvait flairer le moindre soupçon. Jacques acquiesça, conscient du danger qui planait constamment sur lui. En rentrant chez lui, à l'aube, son esprit était envahi par des pensées sur ses collègues, ces hommes et femmes qu'il avait autrefois respectés, mais qui se révélaient maintenant être porteurs de préjugés profondément enracinés. Ils avaient mis plusieurs semaines à élaborer un plan de traitement pour Lucia, passant des nuits blanches à étudier chaque détail. Le conseil d'administration de l'hôpital était sceptique, car une telle opération n'avait jamais été pratiquée dans leur établissement. Henry, Davis et Charles étaient agacés par cette attitude conservatrice, d'autant plus que le docteur Mario continuait d'essayer de les saboter en coulisses. Mais malgré tout, ils avaient persévéré.
L'opération était délicate. Il devait placer un clip sur l'anévrisme et enlever les tumeurs du tronc cérébral, une zone vitale contrôlant des fonctions essentielles comme la respiration et le rythme cardiaque. Toute erreur aurait pu être fatale. L'opération avait duré bien plus longtemps que prévu, atteignant 32 heures. Les médecins avaient lutté contre la fatigue, se reposant à peine. Charles, à un moment donné, avait dû prendre quelques minutes pour boire un jus avant de continuer. Alors qu'il terminait l'opération, la tension artérielle de Lucia avait chuté brusquement, et elle était tombée dans le coma. Davis, refusant de baisser les bras, avait commencé à lui parler, lui rappelant toutes les choses qu'elle souhaitait accomplir. Henri et Charles s'étaient joints à lui, évoquant son mariage à venir et les costumes qu'elle s'était vantée d'avoir créés pour des célébrités. Ils avaient mis en œuvre une technique de communication thérapeutique, espérant que, même inconsciente, Lucia pourrait entendre leur voix et puiser de la force pour se battre. Miraculeusement, sa tension artérielle avait soudainement augmenté, et les médecins, soulagés, avaient célébré leur réussite. L'opération avait été un succès, et Lucia, après quelques jours, s'était complètement rétablie. Les médecins avaient reçu des éloges venant de tout le monde, tandis que le docteur Mario, qui avait tenté de les discréditer en enregistrant l'opération, avait été ridiculisé pour ses actions malveillantes. Après l'opération, Lucia se réveilla progressivement, ses yeux papillonnant sous la lumière tamisée de la salle de réanimation. Davis, Henri et Charles attendaient nerveusement, épuisés mais vigilants. Lorsque Lucia ouvrit enfin les yeux et regarda autour d'elle, la pièce fut envahie d'une vague de soulagement. Son regard croisa celui de Davis, qui esquissa un sourire épuisé. « Tu es là, Lucia, tu l'as fait », lui murmura-t-il. Les jours suivants, Lucia retrouva peu à peu ses forces, entourée de ses amis et des médecins qui l'avaient sauvée. Elle réalisa à quel point elle avait frôlé la mort, mais aussi combien la détermination et le dévouement de ces hommes l'avaient ramenée à la vie. Ses maux de tête avaient disparu, tout comme la sensation d'engourdissement. Ses examens montraient que les tumeurs avaient été complètement retirées, et l'anévrisme n'était plus une menace. Lucia se sentait renaître. Peu de temps après sa sortie de l'hôpital, la nouvelle de sa guérison miraculeuse et de l'incroyable opération menée par Davis et ses amis fit le tour du monde médical. Des articles louaient le courage des 3 médecins, leur collaboration et leur ingéniosité face à un cas que tous considéraient perdu. Leur carrière en sortit renforcée, et l'hôpital, autrefois sceptique, commença à recevoir des demandes de patients des 4 coins du globe, souhaitant être soignés par cette équipe. Mais pour Lucia, le plus important n'était pas les louanges ou les félicitations. Lors de son rétablissement, elle réalisa que sa vision de la vie avait radicalement changé. Elle avait été rappelée à quel point chaque moment était précieux, et à quel point ses rêves et ses projets avaient failli s'éteindre avant de se réaliser. Plusieurs mois plus tard, son mariage qu'elle avait craint de ne jamais voir, fut organisé. Les 3 médecins étaient naturellement invités, occupant les places d'honneur. Lors de la cérémonie, tandis que Lucia marchait vers l'autel, habillée d'une robe qu'elle avait elle-même confectionnée, ses yeux se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais de gratitude. Elle savait que chaque pas qu'elle faisait était grâce aux médecins qui avaient refusé d'abandonner. Après avoir prononcé ses vœux, elle se tourna vers ses 3 sauveurs assis au premier rang, les remerciant du regard, une promesse silencieuse dans ses yeux. Elle vivrait sa vie pleinement, en hommage à leur combat pour la lui rendre. Quant à Davis, Henri et Charles, cette expérience les rapprocha encore plus. Ils formèrent une équipe inséparable, connue dans le monde entier pour leurs opérations novatrices et leur engagement sans faille envers leurs patients. Ensemble, ils continuèrent à repousser les limites de la médecine, inspirés par l'histoire de Lucia, celle d'une femme qui leur avait appris qu'avec assez de volonté et de cœur, même les batailles les plus difficiles pouvaient être remportées. Et ainsi, chacun poursuivit son chemin. Lucia en tant que créatrice de renom, et les 3 médecins comme pionniers dans le domaine de la neurochirurgie, mais tous partageant le même lien indéfectible, forgé dans les moments les plus sombres, illuminé par la lueur de l'espoir et de la résilience. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante. Profitant de la confusion, Donovan s'était glissé hors de la salle, se dirigeant vers le bureau de Hawkins. S'il y avait des preuves, elles se trouveraient là. Mais en tournant au coin d'un couloir, il était presque entré en collision avec Shane. « J'espère que tu sais ce que tu fais, Jack », avait-elle murmuré en lui glissant une clé USB dans la main. « Tout ce que j'ai pu trouver est là, fais en sorte que ça compte. » Avant que Donovan ne puisse répondre, une explosion avait retenti dans le bâtiment, suivie de cris et de bruits de verre brisés. Le raid avait commencé. Alors que Jack sortait du commissariat pour la première fois depuis ce qui lui semblait être des années, il sentit un poids énorme se soulever de ses épaules. Le soleil de Chicago s'élevait haut dans le ciel, brillant sur les rues animées, éclairant la ville d'une lumière nouvelle, comme si elle-même sortait des ténèbres. Autour de lui, la ville s'éveillait à une réalité transformée, mais le travail n'était pas terminé.
Jacques savait que chaque jour à venir apporterait de nouveaux défis. La corruption n'était pas complètement éradiquée, et des fractures profondes demeuraient dans la force. Mais pour la première fois, il avait l'impression que les choses pouvaient vraiment changer. Et il savait qu'il en serait une part essentielle. Ses pensées dérivèrent vers Hawkins, son ancien mentor, maintenant réduit à un homme brisé, derrière les barreaux pour ses crimes. Une part de Jacques avait espéré jusqu'au bout, qu'il pourrait le sauver et qu'il pourrait le convaincre de changer. Mais la vérité était que Hawkins avait fait son choix, bien avant que tout cela ne commence. Jacques s'était battu non seulement pour la justice, mais aussi pour une idée, celle que même les plus corrompus pouvaient trouver la rédemption. Il comprenait à présent que tout le monde ne voulait pas être sauvé. Il repensa à Diana Shen, au colonel Marshall, et à leur alliance fragile formée dans le feu du chaos. Ils avaient vu en lui, plus qu'un traître ou un infiltré, et ensemble, ils avaient changé le cours des choses. Il savait qu'il avait encore beaucoup à faire, et beaucoup à réparer. Mais ce jour-là, au milieu de la confusion et des débris, ils avaient réussi à semer une graine d'espoir. Alors que Jacques se tenait sur les marches du commissariat, son téléphone vibra dans sa poche. C'était le colonel Marshall, il sourit simplement. Il y aurait d'autres appels, d'autres réunions, d'autres plans à mettre en œuvre. Mais pour l'instant, il avait besoin de ce moment. Juste un instant de calme avant que la tempête ne reprenne. Il regarda la ville devant lui, une ville pleine de promesses mais aussi de dangers. Une ville qui avait besoin de flics comme lui, des flics qui mettaient la justice avant tout. Il se demanda combien d'autres comme lui prendraient ce chemin, combien oseraient s'élever contre ce qui était devenu la norme. Mais peu importe leur nombre, il serait là. Et tant qu'il aurait un badge sur sa poitrine, il se battrait pour ce qu'il savait être juste. Un sourire imperceptible se dessina sur ses lèvres alors qu'il tournait les talons et commençait à marcher. La ville s'étendait devant lui, pleine d'incertitudes, de défis, mais aussi de possibilités. Et pour la première fois depuis longtemps, Jacques Donovan était prêt à affronter tout ce qui viendrait. La justice n'était pas un état atteint, c'était un combat constant. Un combat que Jacques avait enfin accepté. Alors qu'il s'éloignait dans la lumière du jour, Jacques comprit que la vraie victoire n'était pas dans les arrestations, ni dans les titres des journaux du lendemain. Elle résidait dans la promesse silencieuse de continuer à se battre, pour chaque citoyen de Chicago, pour chaque collègue prêt à faire ce qu'il fallait, et pour lui-même. C'était le début de quelque chose de nouveau. Et cette fois, Jacques ne serait pas seul à écrire l'histoire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.